Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Restez avec nous. Le président Jovenel Moïse a critiqué vertement les pratiques d'une partie de l'élite qui a le monopole économique en Haïti. Selon le chef de l'État, cette frange de la classe d'affaires est responsable de la mauvaise condition de vie des couches vulnérables de la population. Il a fait cette déclaration le samedi 18 mai 2019 à l'Arcaillet lors de la célébration du 216e anniversaire de la création du drapeau haïtien. Quelques centaines de membres de l'opposition politique ont manifesté samedi dernier. Les protestataires ont réclamé le départ du président de la République ainsi que justice en faveur des victimes de ce qu'ils appellent massacre de la Saline. Et puis début ce lundi 20 mai 2019 d'une grève d'une semaine au sein de l'appareil judiciaire. Les juges veulent forcer les autorités à réaliser des réformes et garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ils exigent des actions concrètes du gouvernement afin de débloquer la situation. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la première dame, Martine Moïse, et du premier ministre AI, Jean-Michel Lapin, a célébré le samedi 18 mai 2019 à l'Arcaillet les 216 ans de la création du drapeau haïtien. Les cérémonies officielles qui ont débuté à l'église Saint-Pierre de l'Arcaillet par la traditionnelle messe d'action de grâce suivie du Tédéum se sont poursuivies sur la place d'Armes de l'Arcaillet. En présence des représentants du gouvernement de la République, du Parlement, du pouvoir judiciaire, du corps diplomatique et consulaire, du haut état-major de la police nationale d'Haïti, du clergé, de l'université, de la société civile, d'organisations locales et internationales, de la mairesse et du député de l'Arcaillet, le président de la République a profité de cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux illustres fondateurs de la nation haïtienne. Une nation forgée par l'idéal des alignés ne saurait prendre rendez-vous avec la médiocrité, avec le renoncement, avec la corruption, avec l'injustice et l'exclusion sociale. Haïti se doit de réussir le pari de la démocratie et du développement. Haïti ne saurait continuer à accepter le statut d'un peuple soumis à la fatalité de la misère. Le moment est arrivé de rompre avec ce que d'aucuns appellent une fatalité de la misère. La démocratie et le développement durable ne seraient que de vains mots, des habits nouveaux sur des réalités séculaires inhumaines, sans l'engagement de nous tous, à quelque niveau où nous nous trouvons dans la société, à réparer les torts biséculaires faits à ce peuple. Peuple haïtien, vous m'avez choisi, je vous ai choisi, mon parti c'est vous. Je pense à ces milliers de jeunes et à tous ceux de la diaspora qui ont fui ce pays, découragés devant les murs que nos institutions et l'absence d'opportunités ont érigés sur leur parcours. Moi, votre serviteur, je suis un accident de ce système. Je suis là où je suis aujourd'hui. Président d'Haïti, c'est votre vœu, peuple haïtien. Mais ce n'est pas la volonté de certaines personnes, de certains groupes de ce pays. L'ancien candidat à la présidence, Harry Bretou, plaide en faveur d'un dialogue sincère entre toutes les forces vives du pays. Il invite le président de la République à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sortir le pays de la crise politique actuelle. Monsieur Bretou déplore la recrudescence du phénomène de l'insécurité et la chute de la monnaie locale. Il demande aux Haïtiens de prendre leur destin en main. Que les gens qui ont le pouvoir, il faut une bataille, puis rejoindre confiance peuple. Parce que sans confiance, on ne peut pas gouverner. Et je vous dis, on a regardé côté que nous avons un président qui a fait pile promesse et qui malheureusement, le peuple a toujours insatisfait parce que une promesse ça n'a pas réalisé. On a regardé qu'on est là, dehors là, c'est une cacophonie totale, anarchie totale. Image que gouvernants nous, les dirigeants nous présenté, c'est une image que
pas gagner l'ordre. Et président gros mandat, il besoin finir mandat li. Et bien que les gens sérieux viennent participer avec lui. Et nous chercher ouais côté une rétablir confiance pour que tout le monde tourne normal parce que l'heure était normal dans le pays. L'opposition a manifesté à la capitale le 18 mai à l'occasion de la fête du drapeau. Parti de Corridor Bastia pour parvenir au Champ de Mars, les protestataires, au nombre d'une centaine, ont réclamé le départ du président de la République ainsi que justice en faveur des victimes du massacre de La Saline. Les manifestants ont affronté à plusieurs reprises les forces de l'ordre avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène. Une fois parvenus à destination, seule personnalité de l'opposition a participé au mouvement. Le sénateur Ricard Pierre a déclaré que sa présence symbolisait la continuité du combat qui, lui et ses collègues, menaient au niveau de la Chambre haute pour faire obstacle au pouvoir en place. Si le peuple là pas mettre pied dans la rue pour mener goumé ça, nous-mêmes dans le Sénat qui fait goumé à nous quatre, plus nous alliés, nous avons un moment côté, nous perdons du courage. C'est le peuple là qui nous courage ça. Parce que nous sommes pays, nous inculpés, nous gens qui gagnent avec soupçon de blanchiment sous lui, il n'y a pas de moralité pour venir président du pays. Mais en plus de nous quatre là, nous connaissons un sénateur Yuri Latortue qui prend des positions ensemble avec nous, particulièrement dans le moment ça. Quand on a une bataille pour faire la loi respectée, quand on a une bataille pour faire en sorte que nous ne pas escamoter le pouvoir l'État des deux constitutions, des deux lois pays. Le cabinet ministériel complet sera rendu public incessamment. Un nouvel arrêté présidentiel confirmera donc le nom des 18 ministres composant le nouveau gouvernement. Information révélée ce lundi par le député Alfredo Antoine, réputé proche du pouvoir, qui rejette tous les arguments avancés par les sénateurs de l'opposition. Une fois le moniteur sorti, le groupe majoritaire à la Chambre basse écrira au président du bureau pour réclamer la tenue de la séance de ratification, annonce le parlementaire. Les députés de l'opposition, de leur côté, demandent au président Garibodo de surseoir sur la velléité de tenir séance avant la fin du processus au Sénat. Certains d'entre eux exigent du chef de l'État le retrait de l'actuel cabinet ministériel. Avant même de fixer sa position, le député Alfredo Antoine désapprouve les arguments des 4 sénateurs de l'opposition relatifs à la formation du gouvernement et au cumul de postes. Cumul de fonctions que Sénat a fait référence la semaine dernière dans ratification énoncé de politique générale Premier ministre Lapin. Donc ça n'a pas qu'un. Il s'agit d'une mauvaise interprétation, estime l'élu de Kinskov, fervent défenseur de l'exécutif qui qualifie de dilatoire l'attitude des opposants au grand corps. Le pays n'a pas prêté bloqué avec 4 sénateurs qui pensaient mandat est fini, madame fini tout. Mandat sénateur est fini par pour nous montrer que nous remet pays parce qu'en 2016, nous n'avons pas adopté gouvernement, nous étions là. OK, gouvernement 2016 là, c'était le même arrêté que plusieurs ministres ont occupé plusieurs fonctions. À cette phase des débats, des députés de l'opposition se positionnent en faveur du retrait de l'actuel cabinet ministériel où 4 ministres détiennent chacun 2 portefeuilles. Pour exprimer clairement cette position, Deus Deronet, député de Marigot, a écrit au président Jovenel Moïse. Faire retrait de ce gouvernement serait une décision de sagesse, estime le parlementaire. Nous demandons au président pour les tendre sagesse et faire un geste pour les faire retrait de cabinet ministériel ça, qui nomme de manière illégale et qui est capable encore hypothéquer tout ça. Et le Parlement arrêté comme acquis démocratique. Si les opposants parlent de gouvernement illégal, les pro-gouvernementaux n'y voient aucun inconvénient. Un cabinet ministériel composé de 18 ministres, ce problème est déjà évacué, informe le député Alfredo Antoine, annonçant la publication prochaine d'un arrêté présidentiel. Le bloc majoritaire rencontré avec ni Premier ministre, ni président de la République là, et nous fait injonction pour que nous ayons 18 ministres qui viennent là. Incessamment, moniteur ça pral sortir et m'informer nous que la presse pral au courant de ça. Aussitôt que moniteur a sorti, groupe majoritaire a écrit président Bodo,
plus que 60 députés, il y a obligé de faire séance. Toute séance à la Chambre basse avant le Sénat sera synonyme de banalisation de la Constitution, voire d'irrespect des lois de la République, déclare Abel Descollines, député de l'opposition. L'élu de Mirbalais entrevoit déjà des conséquences. Un pourrissement de situation, un affaiblissement de institution, et c'est ça qui est expliqué jeudi, qu'il s'agisse du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Vous avez comme l'impression les pouvoirs sont impuissants, les pouvoirs sont incapables, et ce qui nous met en face d'une situation comme si nous vivons dans une république bananière. Quelle sera l'attitude des députés de l'opposition au cas où la séance se tiendrait? Le parlementaire entend prioriser le débat en lieu et place de la perturbation. Si le président de la Chambre des députés voulait, dans son pouvoir discrétionnaire, là, nous la parole et prend à témoin la nation à travers des argumentaires eu égard aux lois et à la Constitution pour nous dire ça qu'a fait là, les illégal, les inconstitutionnels. Maintenant, plaise à la population pour que les mêmes les prennent note. L'attitude d'Abel Descollines sera-t-elle prise pour modèle par tous les autres députés de l'opposition? Les arguments pourront-ils faire basculer la séance? En tout cas, le bureau présidé par Gary Bodo s'impatiente. Des députés proches de l'exécutif s'apprêtent à se prononcer sur des ministres qu'ils ont eux-mêmes déjà censurés. Les associations de magistrats lancent un appel à un arrêt de travail d'une semaine à compter de ce lundi. Un mouvement qui vise à protester notamment contre les ingérences de l'exécutif dans les affaires du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et principalement contre les nominations de magistrats en dehors de la loi. Le juge Jean-Wilner Morin donne la garantie que le mouvement des magistrats ne vise pas à porter un coup à l'action du commissaire du gouvernement Paul Héron-Villard en faveur des détenus en situation de détention préventive prolongée. Selon le responsable de l'ANAMA, l'action des magistrats doit renforcer la confiance des citoyens envers leur justice. Grève là, c'est pour une semaine. C'est de jeudi et demain jusqu'à lundi. Donc c'est une grève pour une semaine. Ça va dépendre de l'évolution qui gagne dans la situation qu'on connaît exactement qui à venir, au moins qui ça va gagner dans la semaine qui va venir. Ça va dépendre de l'autorité, ça va dépendre du monde qui gagne pour ouais et à revendication. Donc c'est exactement ça qui a fait. Si entre jeudi et lundi, gagnant de pourparler qui chita ensemble avec CSPJ, ça qui arrive, grève là, il ne va pas continuer. Mais si pas rien qui fait, ça qui arrive que de continuer. Ça va dépendre de l'évolution. Le dollar a franchi le seuil symbolique des 90 gourdes tant à l'achat qu'à la vente dans plusieurs banques de la place. Pour en parler, nous avons avec nous l'économiste Enomi Germain. Et c'est à moi de vous remercier et merci, je suis très content d'être ici. Alors, Monsieur Germain, la gourde continue de chuter par rapport au dollar. Qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter cette hémorragie? Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est savoir les causes, c'est-à-dire et pourquoi, en tout cas, la gourde continue à perdre de sa valeur. Et les causes, on va faire court, les causes, c'est d'abord un problème de production. Mais moi, écoutez, je ne dis pas très souvent qu'il faut de la production, mais moi, je parle d'incitation à la production. On va voir dans quelques instants. Et deuxièmement, il y a un problème qui est lié au déficit budgétaire, c'est-à-dire accumulé, si vous voulez, durant tout un exercice fiscal par, on va dire, par l'État ou bien par les responsables fiscaux en quelque sorte. Par exemple, pour l'année 2018, on a eu un déficit budgétaire de pratiquement 24 milliards de gourdes. Mais maintenant, pour cet exercice déjà, on a déjà des déficits budgétaires énormes, en ce sens qu'on a la BRH qui a déjà financé l'État haïtien à hauteur de 10 milliards de gourdes jusqu'au, on va dire, jusqu'au mois d'avril. C'est-à-dire qu'il y a des déficits énormes. Mais pourquoi cela pose problème? C'est que quand il y a des déficits, il y a la BRH qui finance. Et quand la BRH finance, eh bien, ça augmente la masse monétaire dans l'économie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gourdes. Et quand il y a autant de gourdes, eh bien, la gourde perd de sa valeur. Ça, c'est une deuxième cause. Et troisième cause, si on veut regarder, c'est la question des anticipations qu'il y a.
Anticipation veut dire qu'il y a des institutions en particulier bancaires ou bien des agents de change, si on veut, qui sont en position dominante sur le marché. Et ils anticipent, c'est-à-dire ces institutions anticipent chaque jour davantage, c'est-à-dire on regarde si le taux de change aujourd'hui était à 88 goudes, on anticipe, on dit que demain, ça va être, par exemple, à 90 goudes. Eh bien, l'institution dominante ou les institutions dominantes qui fixent à 90 goudes, eh bien, cette institution va être suivie par les autres institutions, c'est-à-dire par les autres banques, par les autres agents de change. Eh bien, automatiquement, le taux est devenu le taux national. Ça, c'est une deuxième cause. Mais maintenant, cette cause aussi est expliquée par la situation d'instabilité ou bien d'incertitude qui prévaut dans le pays. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement. C'est déjà une situation d'incertitude. Et la deuxième chose, eh bien, on n'a pas de budget. C'est-à-dire, pour cet exercice, on n'a pas encore un budget qui a été voté pour l'exercice 2018-2019. Cela veut dire que, eh bien, on est dans une situation d'incertitude quasi totale. Lorsqu'on est dans cette situation d'incertitude, c'est normal que les anticipations sont beaucoup plus importantes. Ce sont les trois causes fondamentales. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit d'abord qu'il y a eu un problème de production, donc il faut s'attaquer à ce problème. Mais pour moi, quand on parle de production, comme si on a tendance intuitivement à voir les produits finis, et c'est pour ça que je ne veux pas parler de production, je veux parler d'une solution en termes d'incitation à la production. C'est-à-dire que les responsables publics ou bien les politiques doivent mettre en place tout un ensemble d'incitations, en tout cas pour favoriser au fur et à mesure la production. Parce que quand on ne met pas en place les incitations, on ne va jamais arriver à la production. Et la deuxième chose qui doit être faite, justement, c'est la question de la réduction du déficit budgétaire. C'est-à-dire que l'État haïtien doit apprendre à bien gérer sa rareté de ressources. On est bien d'accord que l'argent est rare, d'autant rare dans l'économie haïtienne où les ressources sont très limitées. Donc il faut que l'État sache qu'on n'a pas beaucoup d'argent, il faut rationaliser les dépenses. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour avoir des résultats. Il faut justement dépenser pour avoir beaucoup de résultats. Beaucoup plus de résultats peut-être que les autres économies. Parce qu'on est une économie en panne justement de résultats. Et la troisième chose évidemment qui doit être faite, c'est justement agir dans le sens de la stabilité dans ce pays. Parce que quand on n'a pas la stabilité, ça crée des incertitudes qui vont favoriser des anticipations, voire des spéculations sur le taux de change. Donc c'est à trois niveaux qu'il faut agir. Un, au niveau des incitations. Deuxièmement, l'État doit maîtriser, c'est-à-dire qu'il faut une harmonisation des politiques monétaires et politiques fiscales, c'est-à-dire que l'État gère ses dépenses, c'est-à-dire pour avoir beaucoup plus de résultats. Et troisièmement, évidemment, il faut quand même commencer à œuvrer dans ce pays pour la stabilité. Parce que quand même, la stabilité, c'est le bien supérieur, justement. Très bien. Donc actuellement, la BRH, elle ne peut rien faire pour stabiliser la gourde à son niveau à elle seule? Alors, il faut comprendre, c'est que la BRH ne peut rien faire seule. Parce qu'il faut comprendre qu'une économie, c'est tout un système. Il faut que les différents éléments du système soient en harmonie. La BRH agit au niveau de la politique monétaire, mais l'État, c'est au niveau de la politique fiscale. S'il n'y a pas une harmonisation entre les politiques fiscales et monétaires, on ne va pas avoir de résultats. Les instruments dont dispose la BRH, ce sont ces mêmes instruments que disposent pratiquement toutes les banques centrales du monde. C'est-à-dire qu'on agit avec ces instruments. Mais ces instruments ne vont pas donner de résultats si, en tout cas, au niveau des finances publiques, c'est-à-dire au niveau des recettes, c'est-à-dire perception de recettes et des dépenses aussi, on ne fait pas ça. La BRH aussi ne peut pas donner de résultats s'il n'y a pas de stabilité. Il faut comprendre que la BRH peut bien augmenter le taux de réserve obligatoire. La BRH peut bien agir, en tout cas en éjectant du dollar sur le marché, c'est ce qu'on appelle l'opération open market, mais ça ne peut pas donner de résultats en tout cas si on n'agit pas sur le plan global, sur le plan superstructurel justement pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc il faut comprendre en résumé que la BRH peut agir, mais la BRH à elle seule ne suffit pas. Il faut une harmonisation des différentes décisions au niveau fiscal, au niveau monétaire justement pour avoir des résultats durables. Très bien. Que diriez-vous à ceux qui pensent que les banques commerciales sont responsables de la montée du dollar? Je ne veux pas dire que les banques commerciales sont tout à fait responsables de la montée du dollar. Mais aujourd'hui, il y a une situation qui est claire. C'est que ces banques-là, qui sont des agents de change très importants dans le système, eh bien, ils font des anticipations justement. C'est-à-dire que c'est comme je viens d'expliquer. Ils font des anticipations, c'est-à-dire en se levant chaque matin et dire que le taux de change va prendre de l'importance, eh bien, chaque matin, ils fixent déjà le taux de change. Et puisque quand même, parmi ces banques commerciales, il y en a qui sont en position de force, en position dominante, comme on dit en économie, eh bien, lorsque ces banques-là fixent, les autres banques suivent, les autres agents de change suivent, et le taux est devenu le taux national. Donc, en quelque sorte, les banques commerciales ont une certaine responsabilité qui est expliquée justement par les anticipations, voire des spéculations.
Très bien. Monsieur Germain, si rien n'est fait, à quoi on peut s'attendre? Écoutez, si rien n'est fait, la tendance va continuer. La tendance, c'est quoi? C'est que chaque jour davantage, on a l'impression que la goude perd pratiquement 25 centimes de sa valeur chaque jour davantage. Donc, si rien n'est fait, on est bien d'accord qu'on n'est pas très loin du 100 goudes, des 100 goudes, par exemple. On n'est pas loin, par exemple, de peut-être 200 goudes, parce que quand même, ça marche. Parce qu'il faut comprendre, on n'a jamais observé une situation durable de baisse de taux de change en Haïti. Donc, si rien n'est fait, c'est sûr que la tendance va continuer. Et la tendance, on le sait déjà, c'est une tendance haussière. C'est une tendance à la hausse. Donc, on va arriver peut-être à une situation d'abîme, à une situation de perte de confiance totale en la monnaie nationale qui est la gourde. La dollarisation de l'économie haïtienne, vous pensez que c'est quelque chose qui est dans l'ordre du possible? Il faut comprendre, la dollarisation, c'est quoi? La dollarisation, c'est le fait qu'il y a une monnaie qui, en tout cas, remplace totalement ou partiellement une autre monnaie. C'est-à-dire, déjà, quand il y a la circulation de deux monnaies dans une économie, c'est déjà la dollarisation. L'économie haïtienne, par exemple, est de fait dollarisée. Parlant de fait, je vous dis qu'il y a deux types de dollarisation. Dollarisation de fait, c'est-à-dire on est resté et on constate que l'économie est dollarisée. Et il y a une autre dollarisation, un autre type de dollarisation que l'on appelle une dollarisation, en tout cas, officielle. C'est-à-dire que c'est une décision de l'État, c'est une décision publique. Aujourd'hui, l'économie haïtienne est dollarisée de fait. Pourquoi ? Parce que justement, les dépôts dans les banques commerciales représentent déjà 61% du total des dépôts, c'est-à-dire les dépôts en dollars. C'est-à-dire, si les dépôts en dollars sont supérieurs de loin par rapport aux dépôts en gourde, c'est clair que c'est une économie dollarisée. C'est l'indicateur privilégié qu'on utilise en général pour regarder si une économie est dollarisée ou pas. Donc c'est clair qu'on a une économie qui est de fait dollarisée. Pourquoi l'économie est dollarisée? C'est justement parce que les agents économiques perdent de confiance entièrement en la monnaie nationale qui est la gourde. Parce que l'une des fonctions d'une monnaie, c'est quoi? C'est la réserve de valeur. C'est-à-dire que si je mets 10 goudes en banque aujourd'hui, eh bien, dans 6 mois, je dois avoir au moins 10 gouttes, c'est-à-dire la valeur réelle de l'argent. C'est-à-dire ce qui me permet, en tout cas, la quantité de biens que mes 10 gouttes m'ont permis d'acheter dans 6 mois, 6 mois de cela, aujourd'hui, je dois avoir la même capacité. Mais la goutte ne permet pas, puisque justement, il y a une situation de perte de valeur, eh bien, qui est expliquée par l'inflation aussi. Okay? Comme la goutte perd de sa valeur, eh bien, on n'a plus confiance en la monnaie nationale, eh bien, on fait des dépôts en dollars, puisque c'est le dollar qui permet de conserver eh bien, la valeur qui est importante pour tout le monde. Eh bien, justement, c'est pour ça qu'on a une économie dollarisée. Donc, comme réponse, eh bien, aujourd'hui, on peut poser, le problème qu'on peut poser, c'est le problème de la dollarisation officielle, mais de fait, c'est une économie dollarisée. Monsieur Germain, merci d'avoir été avec nous. On est effectivement un petit peu plus édifié sur la situation. Encore une fois, merci. C'est à moi de vous remercier. L'Office de protection du citoyen OPC a organisé ce lundi un atelier pour clôturer le projet baptisé « Réduction de la violence communautaire et prévention de la délinquance juvénile dans les zones de Carrefour et de Martissan » visant à promouvoir les droits des enfants et des familles dans les zones vulnérables. Le projet élaboré par l'OPC a reçu la collaboration de l'ONG suisse Terre des Hommes Lausanne et le support financier de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. Chaque fois qu'il y a violence dans le pays, surtout dans les quartiers populeux, eh bien, ce sont les catégories les plus vulnérables qui sont les premières victimes. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes à mobilité réduite, c'est le monde qui paye les conséquences. Les conséquences de un bagage qui n'a pas rien à revoir là-dedans. Premier bagage que nous voulons dire, nous voulons faire connaître que violence, ce n'est pas une arme de combat. Nous voulons dire un deuxième bagage. Lorsque, par exemple, il y a des troubles, il y a des différends politiques à régler, eh bien, la Convention de Genève de 1949, il fait obligation à belligérants. Lorsqu'il y a boumé, il y a pour devoir pour protéger les gens qui ne sont pas dans la bataille. Et troisième bagage que nous voulons dire, dans l'occasion de clôture pour ça, nous voulons faire connaître que tout autant que dans le pays d'Haïti, autorité étatique, pas nécessité pour mettre plus accent à s'attaquer des problèmes économiques, des problèmes sociaux pour la population vulnérable,
eh bien, la très difficile pour démanteler la violence dans la société haïtienne. La 3e édition du festival Nouvelle Vue Haïti se déroulera du 22 au 26 mai prochain. La République dominicaine sera mise à l'honneur durant ces 3 jours de projection. Nouveauté cette année, des projections auront lieu au cinéma. La République dominicaine, pour qui ça? Parce que c'est voisin qui est proche nous. Et puis qui gagne une évolution qui a fait au niveau cinématographique depuis quelques années par rapport avec des lois de réglementation qui gagnent l'autre loi depuis 2010, je crois. Donc, nous te dit pourquoi pas aller vers Mounsayo pour un peu garder ça qu'a fait, non seulement essayer, mettons, un système de dialogue entre deux peuples par le cinéma, et en même temps garder comment nous sommes capables et comprendre la façon de fonctionner à tout, parce que les choses qui sont freins pour nous, que nous jugeons qui sont freins pour le cinéma en Haïti, c'est le fait qu'il n'y ait pas aucune loi qui réglemente le secteur audiovisuel en Haïti. Donc, disons ça l'a fait principalement dans Triomphe et toujours avec l'espace traditionnel que nous disons traditionnel, parce que depuis la première année, c'est l'espace là où il y a qui est l'espace principal nous, avec donc devant Rex, place Calbois, place Canapé Vert, et puis Centre d'art, Institut français, et les focales, tout ça. C'est principalement l'espace que Cap gain pour déroulement et activités. Donc, nous avons des conférences, nous avons des projections surtout. Nous avons une table ronde qui est faite dans samedi 25 qui pourra regrouper des professionnels et des invités internationaux comme Wally Fall qui a sorti qui Guadeloupe avec Patricia Montpierre qui est responsable dans le complexe Nesta et Guadeloupe. Côté nous allons échanger qui possibilité que le cinéma est capable de rapporter. Donc une vraie politique de film et en Haïti. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.